et bienvenue dans Agricois, le podcast qui répond à vos questions sur l'agriculture. Tu te poses des questions sur l'alimentation et l'agriculture? Eh ben moi aussi, je n'y connaissais rien il y a encore quelques années, et même si je suis citadine, je travaille depuis plusieurs années auprès des agriculteurs, et j'ai décidé de vous faire part de mes découvertes. Alors serre-toi un jus de fruits local ou un grand thé, et c'est parti pour la question du jour. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Agricois. J'ai le plaisir de débuter avec vous un tout nouveau format d'épisode cette semaine qui s'appelle Une année dans. Le concept est très simple, je me suis rendu compte que souvent on ne connaît qu'une seule étape d'une production. Par exemple, pour les fruits et légumes, on se doute tous qu'ils les plantent et qu'ils récoltent, mais après, qu'est-ce qu'ils font le reste de l'année? Généralement, on n'en sait rien. Même constat pour le lait, par exemple, souvent on se doute bien qu'ils font la traite, mais tout le reste du temps, qu'est-ce qu'ils font? On n'en sait pas grand-chose. Alors du coup, ce nouveau format vise à répondre à la question suivante, en quoi consiste exactement la production des aliments qu'on mange au quotidien? Ça ne sera pas moi cette fois-là qui vais vous le raconter, parce que je ne connais pas toutes les productions du monde, et j'ai bien envie de laisser la parole aux personnes qui le font au quotidien. Alors aujourd'hui, pour lancer ce nouveau format, on débute avec Charlotte, qui élève 300 chèvres dans l'Aveyron, et qui vend du coup du lait de chèvre, et d'autres produits, vous verrez ça dans l'épisode. Je ne vais pas la présenter plus que ça parce qu'elle le fera elle-même dans le cours de l'épisode. Je précise juste un point, j'ai enregistré avec Charlotte dans un pâturage entouré de ses 300 chèvres, 4 chiens et un vent énorme ce jour-là. J'ai bien sûr réussi à adoucir tous ces sons au montage, mais j'espère que la qualité du son ira. Ça me semble plutôt pas mal, vous me direz ce que vous en pensez. Bonne écoute! Bonjour Charlotte! Bonjour Virginie! Merci beaucoup d'accepter d'être sur le podcast. On va commencer tout de suite avec ma première question. Donc, comment tu as eu l'idée d'être agricultrice? Alors, comment j'ai eu l'idée d'être agricultrice? En fait, j'ai fait une formation d'ingénieur écologue où je travaillais sur les milieux agricoles, donc au niveau de la biodiversité, notamment au niveau des oiseaux et des papillons. Et j'allais travailler sur le terrain sur plein de fermes différentes. Et en fait, j'étais très frustrée d'être du côté des techniciens et pas du côté des éleveurs. Donc quand j'ai fini ma formation, je suis partie salariée en élevage et j'ai fini par m'installer sur un élevage en caprin-lait. Et où est-ce que tu bosses aujourd'hui? Tu peux nous décrire un peu ton exploitation? Alors, je travaille en Aveyron sur le Ségala, sur une exploitation de 57 hectares avec 300 chèvres laitières avec une autre personne, donc mon associé. Et du coup, vous produisez quoi? Alors, ce sont des chèvres laitières, donc on produit principalement du lait, dont la majeure partie est livrée en laiterie, pour faire du lait en bouteille et du fromage frais de chèvre, en usine donc. Et après, nous transformons aussi une petite partie à la ferme en fromage, en yaourt et en crème dessert. Et à côté de ça, du coup, on fait une toute petite partie de viande de chèvre pour essayer de faire connaître un peu mieux cette bonne viande. Et du coup, comment vous vous organisez par rapport à la fromagerie? Alors, en gros, il y a un temps plein sur l'exploitation, un temps plein en fromagerie, commercialisation, administratif. Après, c'est pas forcément découpé entre les deux associés comme ça, hein, on est polyvalent sur tous les postes. Mais en gros, la personne qui est à l'astreinte au troupeau, donc qui appâture les chèvres, ne sera pas en fromagerie et vice-versa. Alors, le projet de cet épisode, c'est de connaître un peu mieux une année dans un élevage de chèvres, car beaucoup pensent qu'il y a juste la traite et après tout le reste on ne le connaît pas trop. Alors peux-tu nous décrire le travail que tu fais en commençant par le mois que tu souhaites, qui est le plus clair pour toi pour décrire ton métier? Donc on va commencer au mois de septembre, quand les boucs reviennent de 3 semaines de vacances et réintègrent la chèvrerie. Parce qu'en fait, le cycle naturel de la chèvre, c'est que l'animal va venir la femelle va venir en chaleur au mois de septembre et octobre pour être saillie par un bouc et pour après faire son petit 5 mois plus tard. Donc c'est le cycle naturel de la chèvre ou du chevreuil sauvage ou autre. Donc nous, on travaille comme ça en saison naturelle sans désaisonner parce qu'il est aussi possible d'inverser complètement le cycle de la chèvre avec des hormones pour qu'elles viennent en chaleur au printemps et qu'elles mettent bas en hiver, ce qui permet d'avoir du lait toute l'année. Donc nous ne faisons pas ça, nous mettons les boucs avec les chèvres et les petits naissent 5 mois plus tard. Les boucs partent en vacances parce qu'il est pratique pour nous d'avoir tous les petits à peu près en même temps. Et du coup, si on enlève les boucs complètement du bâtiment et qu'après on les ramène après 3 semaines, toutes les chèvres vont déclencher leur cycle sur 2 ou 3 jours, ce qui va permettre après des naissances très regroupées au mois de février. Donc on met 2 tiers du troupeau
avec des boucs et on laisse 100 chèvres qu'on choisit qui vont pas être saillies et du coup qu'on va traire toute l'année. Parce qu'une chèvre, tant qu'on la traite, elle fait du lait et ça permet d'éviter à certaines chèvres, soit les très bonnes productrices, soit celles qui commencent à se fatiguer un petit peu avec l'âge ou autre chose, de ne pas subir le stress de la gestation. Donc c'est une manière tout à fait naturelle d'avoir du lait toute l'année. Vu que tu fais la traite toute l'année et que tu le fais matin et soir, c'est pas trop contraignant? Si, justement, c'est du temps à passer. Donc, quand on a tout le troupeau à la traite, il faut 1h30 matin et soir, plus un petit peu de temps pour nettoyer la salle de traite. Et en hiver, il nous faut une demi-heure matin et soir pour traire les 100 chèvres. Par contre, on a une salle de traite qui est relativement bien adaptée à cette taille de troupeau, qui est assez ergonomique. Donc, il y a 24 postes entre les chèvres 24 par 24. Et on est équipé avec des stalles, justement, qui bloquent les chèvres pour pas qu'elles bougent et qui leur donnent à manger. Donc, ça reste quand même un plaisir de traire. Donc, avec les 200 chèvres qui vont être saillies, les boucs vont rester pendant 3 semaines, ce qui permet de saillir toutes les chèvres, parce qu'il y en a une partie qui vont venir en chaleur dès les premiers jours. Et si jamais elles ne sont pas saillies, elles vont revenir en chaleur 21 jours plus tard. Donc, on essaie de laisser un petit peu plus que 21 jours. Voilà, donc à la fin du mois de septembre, les boucs repartent dans leur quartier, dans le bâtiment séparé des chèvres. Et ensuite, sur les mois d'octobre, novembre et décembre, donc on continue de traire toutes les chèvres. Si la météo le permet, elles continuent de pâturer dehors. Et venu le mois de décembre, donc on fait des échographies sur les chèvres qui sont censées être gestantes pour savoir qui c'est qui a pris ou pas, donc qui c'est qui est gestante ou pas. Et toutes celles qui sont gestantes, donc qui attendent des chevreaux, sont taries, donc elles ne sont plus traites, pour leur laisser 2 mois le temps de se reposer et de bien laisser l'énergie pour la croissance des chevreaux. En octobre ou en novembre, on va semer également quelques hectares de céréales. Donc on fait souvent ce qu'on appelle des métailles, ce qui est un mélange donc de céréales à paille, orge, blé, avoine, et après on met aussi des protéagineux dedans, donc févrole, vesse et tout pour faire un mélange de céréales assez équilibré qu'on peut intégrer dans la ration des chèvres. Le mois de janvier, du coup, on va se préparer à la mise bas, ce qui implique du repos pour les associés, rattraper un petit peu tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire à la ferme, donc quelques réparations, mettre en place la nurserie par exemple, parce que au début du mois de février, du coup, ça va être la période la plus intense de l'année, où les 200 chèvres pleines vont mettre bas sur à peu près 10 jours. Donc les chèvres vont faire entre 1 et 3 chevreaux chacune. 4, ça existe, mais c'est assez exceptionnel. Donc, nous avons une astreinte assez importante pendant les chevrotages, justement, parce que les chevreaux, on les retire de suite à la naissance de la mère. Et c'est un choix qui nous est imposé par un virus qui s'appelle le virus du CAEV, qui est assez répandu sur les troupeaux caprins en France. Donc ce virus provoque sur les adultes des chèvres qui ont des soucis articulaires très douloureuses, des soucis pulmonaires, une perte d'état, une perte de production et plein de soucis qui amènent à la réforme ou à la mort. Donc on est obligé de mettre en place un protocole pour limiter au maximum la transmission du CAEV. Du coup, dès que le chevreau est né, on le ramasse, on va le mettre dans de la paille sèche sous une lampe infrarouge pour qu'il sèche, qu'il se remette un peu de ses émotions. Les chèvres qui ont mis bas ont trait leur premier lait, donc le colostrum, qui est très riche déjà en nutriments puis surtout en anticorps. On le thermise à 56 degrés pour dénaturer le virus et après on le donne au biberon chevreau par chevreau. Donc aucun chevreau ne part à la nurserie avant d'avoir bu son biberon de colostrum pour le protéger et pour le relancer. Alors ensuite, dès que les chevreaux arrivent à la nurserie, ils vont être nourris donc d'abord au biberon et puis petit à petit ils vont se mettre à téter à une machine qu'on appelle la louve qui fournit du lait en poudre donc reconstitué, chaud en continu. Donc il y a aussi un gros travail à la nurserie de surveillance pour vérifier que tout le monde va bien parce que on fait entre 20 et 50 mises bas par jour, ce qui implique entre 40 et 90 chevreaux par jour. Donc ça implique beaucoup de monde à regarder en suivant les jours de des mises bas. Alors une auditrice m'a justement demandé ce que vous faites des chevreaux mâles justement à ce moment-là. Donc les chevreaux mâles sont-ils engraissés à la ferme? Donc il y a plusieurs options pour les chevaux mâles. Soit on peut les envoyer chez des engraisseurs dès qu'ils sont naissants, soit on peut les engraisser nous-mêmes. Donc nous préférons les mener jusqu'au bout nous-mêmes sur la ferme. Donc ils sont engraissés justement avec le lait des chèvres
qui ont mis bas pendant les 7 premiers jours parce que ce lait n'est pas propre à la consommation humaine. Donc nous leur donnons ce lait-là pour les engraisser. Et ensuite, ils seront abattus. Donc ils partent directement de la ferme à l'abattoir quand ils ont entre 10 et 15 kilos. Et ensuite, ça part du coup sur le marché du chevreau, donc peu en France, mais beaucoup en Italie, en Espagne et au Maghreb. Les chevrettes, par contre, nous les gardons pour renouveler notre propre troupeau ou nous les vendons à d'autres fermes, justement pour faire des chèvres laitières. Jusqu'à quel âge vous gardez les chèvres? Et comment vous savez qu'il y en a une qui doit quitter le troupeau, par exemple? Alors, jusqu'à quel âge? Ça dépend de l'état de la chèvre. La doyenne, en ce moment, elle a 9 ans. Ensuite, ça dépend vraiment des chèvres. Il y en a qui partent très tôt à la réforme parce qu'elles ont eu un problème de santé ou qu'elles ne produisent pas. Et d'autres, on les garde très très longtemps. Donc au mois de mars, on arrive à la fin des mises bas. Et quand la météo et la pousse de l'herbe le permettent, on commence à sortir les chèvres au pâturage. Donc nous faisons ce qu'on appelle du pâturage tournant dynamique. Ce qui est en fait la façon la plus efficace de pâturer et qui limite au maximum le parasitisme des chèvres. Et ça implique de clôturer les parcelles dans des petits parcs que les chèvres mangent en une journée en fait. Donc elles mangent une journée, le lendemain on déplace les fils et elles peuvent manger sur un autre parc complètement propre avec de l'herbe propre. Alors déjà ça permet de calmer un petit peu la curiosité de la chèvre qui a toujours besoin de nouveau. Donc chaque fois qu'elles sortent au pâturage le matin, elles ont un nouveau bout de parcelle à explorer. Ça permet de mieux les tenir au pâturage. Ça permet de valoriser au mieux l'herbe parce qu'on stimule au maximum la pousse et donc la production de biomasse. Et après, ça limite le parasitisme parce qu'on évite de manger de l'herbe qui a déjà été piétinée, salie par les chèvres. On avait vu dans les chiffres, en parlant toutes les deux, qu'il y a beaucoup de chèvres qui sont élevées en bâtiment à l'année. Peu qui sortent. Alors justement, quelles sont les difficultés à élever des chèvres en extérieur avec le pâturage comparé à les maintenir en bâtiment toute l'année? Alors c'est une idée reçue que la chèvre pâture mal. Il faut que l'herbe qu'on fait pousser soit adaptée à leurs besoins. Et ensuite, il y a quand même un travail de clôture qui est assez important parce qu'il faut les tenir, ces chèvres. C'est plus compliqué que les vaches ou les brebis. Et ensuite, c'est l'enjeu parasitisme aussi qui fait peur à beaucoup d'éleveurs. Donc, il faut être très à cheval, très attentif à l'état de son troupeau et vermifuger les animaux si besoin. Ou revoir ses pratiques de pâturage. Donc ensuite, en avril et en mai, la production des chèvres monte de plus en plus, en fait, avec la qualité de l'herbe du coup qu'elles pâturent. Et ensuite, nous avons aussi du travail dans les champs. Donc, on commence au mois de mai à récolter les fourrages donc en enrubanné. Alors c'est de l'herbe qu'on va faucher, qu'on va presser vert, donc on va faire des bottes avec alors que c'est encore mouillé, et ensuite qu'on va filmer avec une machine, ce qui permet du coup de faire de l'anaérobie, donc il n'y a pas d'air qui rentre dans la botte, et les bactéries lactiques vont faire une fermentation, donc vont acidifier le fourrage, ce qui permet de le conserver déjà pendant plus d'1 an, et ensuite qui est très appétant et qui permet de garder toutes les qualités nutritionnelles de l'herbe. Ensuite, un peu plus tard, quand la météo est plus chaude et plus sèche, on va aussi faucher, mais cette fois-ci, on va faire sécher l'herbe dans la parcelle complètement et on va récolter donc du foin. Et ces deux stocks vont nous permettre de passer déjà les sécheresses l'été et puis surtout permettre de nourrir les chèvres en bâtiment pendant l'hiver quand le pâturage n'est plus possible. En juillet, donc on est en plein été. Les céréales que nous avons semées sont mûres et du coup on a tendance à moissonner entre le 12 et le 17 juillet. Donc ces céréales-là qu'on récolte vont servir pour faire une partie de la ration des chèvres, en sachant qu'on achète la majeure partie des aliments concentrés, donc des céréales et des granulés qu'on leur donne. Pourquoi vous ne fabriquez pas tout ici? Alors c'est impossible de tout faire pousser parce qu'on n'a pas du tout assez de surface pour faire et les stocks fourragés, donc de foin et d'enrubanné, et les stocks de céréales. Et en plus, stocker des céréales pour des chèvres, déjà il faut un volume très important de silos et de cellules, et il faut que ces cellules soient ventilées pour que la conservation soit parfaite, parce que le moindre problème de moisissure ou d'humidité sur les céréales peut amener des très gros soucis de santé sur les chèvres très vite. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire en caprin en fait. Si la météo le permet, donc ça devient de plus en plus rare, on peut continuer à pâturer sur les mois de juillet et août s'il reste de l'herbe, donc s'il a plu. Et idem, on a aussi d'autres coupes de foin à faire si la pousse de l'herbe le permet.
Donc au mois d'août, on a bouclé la boucle et les boucs vont repartir en vacances, les chanceux. Et on va recommencer un cycle naturel du coup avec les saillies des chèvres et le début de gestation. Merci d'avoir passé en revue une année de travail dans ton élevage. J'avais une dernière question pour toi. Avec le changement climatique, est-ce que tu vois déjà des impacts et qu'est-ce que tu fais justement exactement pour t'y adapter ? Alors les impacts, on les voit clairement, ce sont des sécheresses estivales de plus en plus violentes en fait. Donc ça nous fait un déficit de fourrage qui peut être énorme parce que l'herbe ne pousse pas quand il fait trop sec et du coup on est obligé d'acheter des stocks pour compenser ce déficit. Et ensuite ça peut aussi entraîner des dégâts sur les prairies parce que les sécheresses violentes peut faire mourir littéralement certaines des espèces qu'on plante, notamment les trèfles. Donc ensuite, la chaleur, tout simplement, stresse énormément les animaux. Donc les chèvres sont des ruminants qui produisent de la chaleur en digérant l'herbe, donc en ruminant, et qui ressentent la chaleur encore plus que nous. Il peut y avoir d'une baisse de production à carrément de la mortalité, parce que des fois, dépasser 40 degrés, c'est très compliqué pour un ruminant. Du coup, nous, on a un bâtiment qui est pas très adapté à ces très fortes chaleurs, qui a été construit il y a 20 ans, quand c'était moins problématique. Et donc, nous allons investir sur de la ventilation-brumisation, justement, pour essayer d'amortir un petit peu les impacts des fortes chaleurs. Merci beaucoup Charlotte d'avoir répondu aux questions et d'avoir pris quelques minutes pendant que les chèvres pâturent au loin. Mais c'était avec grand plaisir, Virginie. J'espère que j'ai bien répondu à toutes tes questions. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode du nouveau format Une année dans. Si vous avez des questions pour Charlotte, n'hésitez pas à me les envoyer, je me ferai un plaisir de lui faire passer. Deuxième chose, n'hésitez pas également à me donner votre avis sur ce nouveau format. Vraiment, en toute honnêteté, cela m'aide beaucoup. Dites-moi si vous trouvez ça trop court, trop long, si vous trouvez ça chiant, si vous trouvez ça compliqué, si vous avez appris des choses. Bref, n'hésitez pas à me donner votre opinion. Vous pouvez me contacter sur Instagram, donc @agricois, ou sur YouTube en commentaire de l'épisode que je publie également sur YouTube, donc @agricois, ou même par mail podcast.agricois@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous lire et du coup on se retrouve la semaine prochaine avec une chronique solo. Bonne semaine!